Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, Brunet à la maison, une chaîne libre dans laquelle on évoque bien évidemment les atermoiements de la campagne électorale en toute liberté. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas assez creusé à mon avis. C'est la relation ambiguë qu'Emmanuel Macron entretient depuis des années avec l'argent. La vie m'a vu riche à millions et elle m'a vu pauvre à pleurer. Et je choisis chaque fois de vivre richissime. C'est vrai que quand on regarde la trajectoire du jeune Emmanuel Macron, on a peine à imaginer que cet homme va finir dans une banque d'affaires. Eh bien, comment cet Emmanuel Macron, passionné de philosophie, héritier de la méritocratie républicaine, comment ce jeune homme de 29 ans va-t-il finalement devenir banquier d'affaires chez Rothschild ? 2007, le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, décide de lancer la commission Attali. Et Jacques Attali va nommer, au sein de cette commission chargée de réfléchir à la réforme de l'État, il va nommer 42 membres et le jeune Emmanuel Macron, 29 ans, va devenir rapporteur général adjoint de cette commission, c'est-à-dire qu'il est une sorte de secrétaire qui note, qui travaille pendant que les autres foisonnent. Oui, il est rapporteur général adjoint, mais très rapidement, il va devenir membre de plein droit. Il va même, selon les mots d'Alain Minc, son ami, se constituer un véritable réseau, parmi lesquels un certain Peter Brabeck. Et les Échos iront même jusqu'à écrire que Emmanuel Macron embrassera l'intimidant Peter Brabeck, le mythique et légendaire patron du groupe Nestlé. Pas tellement enclin à faire la bise habituellement. Septembre 2008, c'est le virage totalement inattendu dans la trajectoire d'Emmanuel Macron. Il va entrer dans la banque d'affaires Rothschild, bien évidemment grâce à son carnet d'adresses. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, et il a merveilleusement réussi. Dans un premier temps, il est directeur, jeune directeur, et puis il va devenir associé gérant. Alors associé gérant, c'est un peu différent. L'associé gérant, c'est un banquier de haut niveau qui est intéressé au capital de la banque. Et vous deviendrez plus riche que les plus puissants PDG de tous les États-Unis d'Amérique latine. Seulement voilà, il a des obligations, c'est de générer des fusions, générer des acquisitions, et c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron va se tourner vers son ami Peter Brabeck, le patron du groupe Nestlé, qu'il a rencontré lorsqu'il travaillait à la commission Attali, et le conduire vers l'acquisition de la branche nutrition du groupe Pfizer pour plus de 11 milliards de dollars. Alors selon la pratique bancaire, les banques conseils, le consortium des banques conseils perçoivent en général entre 0,3% et 2% de la totalité du deal. Ce sont des sommes considérables et plus le deal est important, plus on s'approche du 1%. Là, en l'occurrence, sur une transaction qui porte sur un peu plus de 11 milliards de dollars entre Pfizer et Nestlé, on peut imaginer que le consortium des banques ait perçu 1% de la transaction, donc plus de 100 millions de dollars, et que la somme de la banque Rothschild pourrait être environ le tiers ou la moitié de cette somme globale. Tout ça m'amène d'ailleurs à dire que, en respectant d'ailleurs les usages qui sont en vigueur dans le métier, le banquier, l'homme qui est à l'origine de la transaction, Emmanuel Macron, pourrait avoir perçu plus de 5 millions d'euros, ce qui n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'entrer dans un discours diffamant vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui n'a déclaré que la moitié de cela au fisc français. Je peux vous assurer que dans ma compagnie, nous ne faisons rien d'illégal.
Mais enfin, quand même, on a spontanément plutôt envie de reprendre une petite phrase qui a été écrite il y a peu de temps par une éditorialiste de Mediapart concernant Emmanuel Macron, avec ce qu'il a déclaré au fisc: Macron serait-il le négociateur le plus mal payé de la planète? Je ne résiste pas au plaisir savoureux de vous dire que récemment, eh bien, des banques d'affaires célèbres ont été condamnées par la justice britannique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles avaient versé une partie du bonus de leurs banquiers d'affaires dans des paradis fiscaux. Alors après cette petite embardée dans la banque d'affaires, Macron va s'intéresser à nouveau pour la chose publique. Il va être nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée en mai 2012, puis ministre de l'Industrie, de l'Économie et du Numérique en août 2014. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce titre, il a sous son autorité l'APE, l'Agence des participations de l'État, une agence très importante qui pilote les intérêts de l'État dans les entreprises où l'État a des participations. Martin Vial, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence des participations de l'État. Alors, l'Agence des participations de l'État, c'est tout simplement toutes les actions cotées, et pas seulement cotées, de l'État. Alors, il y a EDF, Engie, Thales, Orange, mais aussi, évidemment, La Poste, la SNCF. En tout, ça représente 90 milliards d'euros. C'est énorme. Alors, la question du conflit d'intérêts se pose. Conflit d'intérêts entre ce jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron, et son ancien employeur, la banque Rothschild. Je peux vous assurer que dans ma compagnie, nous ne faisons rien d'illégal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, à l'heure qu'il est ministre de l'économie, eh bien, il va y avoir au sein des entreprises à l'intérieur desquelles l'État a une participation, il va y avoir un certain nombre d'opérations financières qui vont engager des sommes extrêmement importantes, qui vont engager également des restructurations industrielles capitales pour l'économie française. Et au milieu de ces opérations financières, qui retrouve-t-on? Bien une entreprise que connaît bien Emmanuel Macron, une banque d'affaires dans laquelle il a travaillé et au sein de laquelle il garde d'excellents contacts, la banque Rothschild. Monsieur Macron, ça ne vous a jamais choqué que la banque Rothschild organise les transferts de grandes entreprises françaises? Je pense à Alstom, Alcatel, Lafarge, Technip, pendant que vous étiez ministre. Alors, je ne voudrais pas que le soupçon demeure dans l'esprit de nos concitoyens. Clairement. Sur tous les cas que vous avez évoqués, je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu sur ces banques. Je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu sur ces banques. Emmanuel Macron se déclare favorable à un rachat sans condition d'Alstom par GE. Finalement, c'est l'option Macron qui l'emporte. Le 5 novembre 2014, une fois devenu ministre de l'économie, à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom, qu'il présente comme une alliance industrielle. Mais qu'in fine, l'analyse qui a été faite a été que le statu quo n'était pas une solution viable. Il n'a jamais à aucun moment remis en cause le fait que Alstom devait être vendu à General Electric. Il a même trouvé ça absolument formidable. Et donc oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort d'Alstom. Bon, la réponse d'Emmanuel Macron n'est pas vraiment convaincante. En tout cas, ce qu'on peut observer quand même, c'est qu'il est assez troublant de retrouver au sein de la plupart de ces grandes opérations financières la banque Rothschild. Ça donne le sentiment tout simplement d'un renvoi d'ascenseur. Et il aurait peut-être été préférable qu'au nom de je ne sais quel principe de précaution, eh bien le ministre Emmanuel Macron fasse appel à d'autres banques d'affaires, parce que Dieu sait qu'il y en a des banques d'affaires en France. Je pense à Lazard, je pense à BNP Paribas, je pense à Morgan Stanley, je pense à Citi, à Société Générale, à Bank of America, Merrill Lynch. Bref, il y avait d'autres établissements financiers susceptibles d'organiser ces grands deals au sein desquels se trouvait l'État français. Tout ça nous ramène bien évidemment à l'épineuse question des rapports troublants qu'entretiendrait Emmanuel Macron avec l'argent. Je me demande parfois si vous n'avez pas laissé l'argent vous dominer. Ça se voit à ce point-là.
On se souvient bien évidemment de cette déclaration qui a suscité un certain nombre de polémiques, cette déclaration de patrimoine net de 200 000 euros d'Emmanuel Macron, alors que quelque temps avant, entre 2009 et 2012, Emmanuel Macron avait perçu plus de 3 millions d'euros de la banque Rothschild. Alors un certain nombre de personnes ont pu établir des petits calculs qui disent de façon très claire que, alors que Macron vivait aux frais de l'État, eh bien il aurait dû dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois pour arriver à une déclaration de patrimoine aussi faible que cela. Quoi qu'il en soit, le moins qu'on puisse dire, c'est que la déclaration fiscale d'Emmanuel Macron pose aujourd'hui davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et ce qu'on aurait pu espérer, eh bien, c'est qu'il y ait tout simplement, concernant Emmanuel Macron et l'argent, une véritable enquête.